merci de nous rejoindre sur Al 24 News pour votre journal de 19h, l'essentiel de l'actualité internationale et nationale de ce vendredi 26 septembre, à venir juste après les titres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accorde une entrevue aux médias algériens dans laquelle il revient sur un certain nombre de dossiers d'intérêt national, régional et international. 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies et 4e jour de travaux pour le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf à New York, avec une activité diplomatique très dense, rencontre avec le haut conseiller américain à l'Afrique et réunion de dialogue interactif de haut niveau, Conseil de sécurité, Ligue arabe. À Gaza, la situation se tend davantage. 721e jour de génocide, plus de 58 martyrs signalés depuis l'aube. Les bombardements sionistes continuent de cibler les civils palestiniens à la recherche de nourriture et à leur tête les enfants. Prise à la gorge, la France ne s'en sort plus face à la grogne sociale qui gagne l'ensemble des secteurs économiques. Les agriculteurs choisissent de nouveau la rue dans un bras de fer avec le gouvernement au milieu d'une dette publique atteignant les 3 400 milliards d'euros et l'onde de choc de l'affaire Sarkozy qui écorne sérieusement l'image de la France. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue périodique aux représentants de la presse nationale qui sera diffusée ce soir à partir de 21h sur l'ensemble des chaînes de la télévision et de la radio nationale. Lors de cette entrevue périodique, le président Tebboune a évoqué plusieurs questions nationales, régionales et internationales, avec entre autres le succès de la 4e édition de l'IATF organisée par l'Algérie, la nomination d'un nouveau Premier ministre ou encore les dossiers économiques du moment. Soit je termine la fin de l'année, soit je prendrai des mesures radicales. فخور بالجزائريات والجزائريين اللي وصلوا البلاد نسبة تضخم أقل من 4. احنا بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزاء تقنية. وين جوز رئيس الجمهورية العطلة الصيفية نتاعو؟ هذا سؤال طرحه كل جزائريين هذا الصيف وحبينا نعرفوا الجواب إذا أمكن. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien, de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé aujourd'hui à New York à la réunion de dialogue interactif entre le Conseil de sécurité et la Ligue des États arabes. À cette occasion, Ahmed Attaf a appelé au renforcement du partenariat entre le Conseil de sécurité et la Ligue des États arabes pour servir la paix et la sécurité dans la région arabe, étant donné que la coopération avec les organisations régionales est une nécessité urgente qui permettrait de renforcer l'efficacité des initiatives de l'ONU et de développer le système de sécurité collective. Dans ce contexte, Attaf a souligné la nécessité d'unifier les efforts internationaux et arabes pour accélérer les règlements pacifiques des crises auxquelles sont confrontés certains autres pays arabes tels que le Soudan, la Libye et la Somalie. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf s'est entretenu aujourd'hui à New York avec le conseiller principal du président des États-Unis pour l'Afrique, Massaad Boulos, en marge du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'entretien était l'occasion de passer en revue la dynamique croissante des relations algéro-américaines, tant au niveau du dialogue stratégique multiforme entre les deux pays que du riche partenariat économique qu'ils développent. Les discussions ont également permis de poursuivre les consultations entre les deux parties sur les questions régionales les plus importantes d'intérêt commun, notamment celles qui relèvent des tâches assignées aux conseillers du président américain. Ouvrant le dossier palestinien à présent, l'entité sioniste poursuit son génocide à Gaza pour le 721e jour, faisant encore des dizaines de martyrs et de blessés. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que 47 martyrs et 142 blessés ont été transférés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières
24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 65 549 martyrs et 167 518 blessés. Et au moins 58 Palestiniens ont été tués depuis ce matin dans la bande de Reza. 30 parmi eux sont tombés en martyrs dans la ville de Reza. Au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés vendredi dans un bombardement par les forces d'occupation sionistes d'une tente abritant des personnes déplacées dans le centre de la bande de Reza. Au moins 6 autres martyrs ont été tués dans un bombardement près de l'hôpital Asdeqa al-Marid à Hayr Rimal. L'hôpital de campagne Saraya a quant à lui annoncé en fin de journée avoir reçu 7 enfants blessés à la suite d'un bombardement près de l'esplanade municipale de la ville de Reza. A noter que les bombardements ciblaient principalement les zones du camp Chate Tel El-Hawa, Sheikh Radwan et le quartier de Sabra dans le sud de l'enclave palestinienne. Nous étions assis lorsque le missile est tombé soudainement. Sans prévenir, j'étais encore debout dans l'escalier. Nous habitons la maison juste derrière la leur. J'allais entrer, mais Dieu seul m'a sauvé. Nous avons de jeunes enfants dans la maison. La maison où nous sommes derrière a également été détruite. Que Dieu nous protège. Il y a des martyrs, des enfants, des femmes et des hommes. Ils ont dit qu'ils allaient vers le sud, puis nous avons appris qu'ils avaient été bombardés. Nous avons appris qu'ils étaient tous morts en martyrs. Qu'avaient-ils fait? Nous nous cachions sans cesse d'un endroit à l'autre. Qu'ont-ils fait? Nous sommes tous déplacés. Nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre. Que pouvons-nous faire? Où est notre faute dans tout cela? Où est notre faute? Qu'avons-nous fait? Et au moins 11 Palestiniens, dont 2 enfants, sont tombés en martyrs vendredi près des frappes des forces de l'occupation sioniste alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire dans le centre de Reza. Une source médicale à l'hôpital El Aouda a indiqué que les victimes avaient été blessées par balle près du corridor de Netzarim dans le centre de Reza. L'attaque a également fait 18 blessés. Ces attaques surviennent dans un contexte de blocus, rappelons-le, intensifié de la bande de Reza par l'occupation sioniste qui restreint sévèrement la distribution de nourriture, de fournitures médicales, de carburant et d'autres biens essentiels depuis le mois de mars 2025. Et une analyse faite par l'agence de presse Reuters de preuves visuelles et d'autres informations sur l'attaque sioniste du 25 août dernier contre l'hôpital Nasser à Reza contredit l'explication fournie par l'occupation sur ce qui s'est passé lors de cette frappe criminelle meurtrière. L'attaque a fait, rappelons-le, 22 morts, 22 martyrs, dont 5 journalistes. Des preuves visuelles et d'autres reportages de Reuters établissent que la caméra prétendument filmée par un drone de l'armée d'occupation appartenait en réalité à l'agence de presse et était utilisée depuis longtemps par l'un de ses journalistes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé jeudi un soutien tant politique que financier en faveur de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA. Le chef de l'ONU a fait remarquer que des générations de réfugiés palestiniens avaient compté sur l'UNRWA pour l'éducation, les soins de santé et d'autres services essentiels et qu'avant octobre 2023, l'agence avait scolarisé 1,5 million de filles et de garçons dans toute la région. Aujourd'hui, elle fournit une aide alimentaire et financière d'urgence à 2,6 millions de personnes. Et ces cliniques primaires traitent environ 10,5 millions de consultations par an. Et les Nations Unies ont publié vendredi une mise à jour de la liste des sociétés liées au développement des colonies sionistes considérées comme illégales par le droit international, comptant au total 158 entreprises. Ce rapport souligne la responsabilité quand les entreprises travaillant dans des contextes de conflit
de veiller à ce que leurs activités ne contribuent pas à des violations des droits de l'homme, a commenté le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans un communiqué. La plupart des entreprises qui sont répertoriées sont basées dans les territoires palestiniens occupés. D'autres sont basées au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis. Et puis l'image du jour nous vient tout droit de New York et plus précisément de la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'est littéralement vidée au moment où le génocidaire chef du gouvernement sioniste montait à la tribune. Une image symbolique mais très forte face à une entité sioniste criminelle complètement isolée et décrédibilisée aux yeux de la communauté internationale. Please, order in the hall. Direction le Yémen, le bilan des attaques de l'entité sioniste intervenue la veille sur la ville de Sanaa s'est alourdi aujourd'hui à 8 martyrs et 142 blessés, selon un bilan révisé et annoncé sur les réseaux sociaux par le porte-parole du ministère de la Santé yéménite, Anas Al-Sabahi. A noter que les secouristes recherchent encore des victimes sous les décombres. Ce qui s'est passé, c'est une frappe de l'ennemi sioniste sur une maison d'habitation du quartier. Des maisons entières ont été endommagées. Des immeubles de 4 ou 5 étages. Ce ne sont que des quartiers résidentiels, des appartements. Chaque immeuble compte au moins 20 appartements. Et des familles. Dieu merci, il y a des martyrs, des personnes en soins intensifs. Notre sentiment pendant la frappe était surréaliste, comme si ce n'était pas réel. Avec la pression et l'odeur de la poudre, c'était inimaginable. Même maintenant, quand je m'en souviens, comment ils nous ont sortis des décombres. Dieu merci, un sentiment terrible. Je me souviens, et je me souviens de nos frères de Gaza et de ce qu'ils subissent quotidiennement. À la direction la France, la colère des agriculteurs est de retour dans le pays. Ils étaient des dizaines à garer leurs tracteurs à Versailles. Ils dénoncent notamment un ras-le-bol des procédures menant à davantage de mesures libérales dans leur filière. Les syndicats prévoient d'accroître la pression sur le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu pour qu'il réponde à leurs doléances. C'est une image forte et spectaculaire à Versailles. Des dizaines de tracteurs rassemblés au bord du château. Les agriculteurs venus de plusieurs régions de France frappent fort pour dénoncer la crise qui secoue le monde rural. Charges en hausse, prix de vente trop bas, normes environnementales toujours plus strictes. Beaucoup disent ne plus pouvoir vivre de leur métier. Donc ce qu'on dénonce, c'est si demain vous voulez encore la souveraineté alimentaire française, parce que c'est un grand mot qu'on entend dans plein de médias, mais ça veut dire que est-ce que la France est capable de produire son alimentation? La réponse est oui. Si on continue dans ce chemin-là, la réponse sera non demain. Quand vous avez un poulet sur deux aujourd'hui vendu en France qui est d'origine étrangère et qui n'est pas française, forcément on commence à le voir dans nos assiettes. Et celui qui trinquera au final, ce sera le consommateur. Ces actions à Versailles s'inscrivent dans une longue tradition de mobilisation agricole. L'on se souvient des blocages de la FNSEA, des crises de lait en 2009 ou encore de la colère de 2019 quand des centaines de tracteurs avaient envahi la capitale. À chaque fois, le même constat, un profond malaise dans le monde paysan. Aujourd'hui encore, la contestation gagne de nombreux départements français, barrages filtrants, ralentissements sur les routes, opérations coup de poing. Ce qu'on veut, c'est que le consommateur ait une alimentation de qualité. C'est ce que la France propose depuis des années en étant le modèle durable le plus important du monde. Et de deux, l'alimentation ne se produira pas sans agriculteurs. Et les agriculteurs, pour continuer, ils ont besoin de vivre. Donc il y a un ajustement économique à faire et la réglementation, la surréglementation, nous coûte trop cher. Soit on supprime des normes, soit on ajuste le prix. Face à cette colère, le gouvernement discrédité appelle au dialogue. Une réunion d'urgence est prévue dans les prochains jours. À Versailles comme ailleurs, les tracteurs rappellent que le malaise agricole en France reste profond et reflète le déclin économique du pays, un bras de fer qui pourrait durer encore longtemps. Avoir une vie de famille équilibrée.
Et pendant ce temps, la dette publique de la France a encore gonflé au deuxième trimestre 2025, atteignant 115,6% du PIB à fin juin contre 113,9% à fin mars et 112,1% au deuxième trimestre 2024. D'avril à juin, la dette a augmenté de 70,9 milliards d'euros pour s'établir à 3 416,3 milliards d'euros. Et puis retour sur l'affaire Nicolas Sarkozy, condamné hier par la justice française à une peine d'emprisonnement de 5 ans ferme dans l'affaire dite du financement libyen. L'onde de choc a suscité moult réactions parmi la classe politique en France, dont celle de ses proches qui crient au scandale politique. Le président du syndicat des magistrats français a défendu l'intégrité du système judiciaire en précisant qu'il ne s'agit guère d'un dossier politique. Alors, c'est clairement un coup de tonnerre, et il faut le dire, il faut le comprendre, ce n'est pas une décision politique, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a été jugé comme politique, pour ses politiques, c'est Nicolas Sarkozy qui a été jugé pour des faits qu'il a commis. Et c'est en ça que j'étais un petit peu surpris par certains commentateurs qui disent « c'est infamant qu'il soit poursuivi et condamné pour association de malfaiteurs pour un ancien président ». Mais quelque part, le malfaiteur, c'est celui qui commet des méfaits. Et se faire financer ou avoir l'idée de se faire financer de cette façon-là sur une campagne électorale, si ce n'est pas un méfait ou une infraction, je ne sais pas ce qui est un méfait ou une infraction. Et puis, retour à New York pour cette rencontre entre le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Au menu, signature de livre d'or, séance photo, mais aussi discussion entre les deux responsables, discussions sur lesquelles nous reviendrons lors de nos prochaines éditions. Conflit en Ukraine, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a jugé vendredi irresponsable les menaces de frappe contre le Kremlin formulées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview diffusée la veille. Le dirigeant ukrainien balance des menaces à tout va, ce qui paraît assez irresponsable, a-t-il réagi à une question à ce sujet lors de son briefing quotidien. Zelensky avait, pour rappel, déclaré dans une interview avec un journaliste du média américain Axios, diffusé jeudi, qui lui demandait si les employés du Kremlin devaient s'assurer qu'ils savaient où se trouvaient les abris anti-aériens, que les responsables russes pourraient effectivement avoir besoin de leurs abris anti-aériens s'ils ne mettaient pas fin au conflit. Fin de citation. Et dans le même contexte, le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que l'Ukraine avait une chance de, selon ses propos, regagner du territoire. Trump s'exprimait lors d'un point presse avec des journalistes dans le bureau ovale. Oui, ils ont une chance à cause de la Russie. J'ai observé la façon dont la Russie agit et ce qu'elle fait. Je suis très mécontent de ce que fait la Russie et du président Poutine. Je n'ai pas du tout apprécié. Il bombarde tout. Il ne gagne que très peu de territoire, voire aucun. En fait, ils en perdent. Je pense donc que cela a porté un coup dur à la réputation de la Russie. Cette guerre aurait dû être terminée. Si c'était notre guerre, elle aurait été terminée en une semaine. Un mot sur l'actualité africaine. Dans le cadre de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, s'est adressé à l'ONU en l'appelant à jouer un rôle efficace et complémentaire pour aider son pays à sortir
de la crise. Dans un discours prononcé à cette occasion, El-Menfi a souligné la volonté et les aspirations du peuple libyen à la stabilité et la prospérité, tout en affirmant que la Libye n'est pas une zone de combat. Je suis devant vous aujourd'hui et je représente la volonté d'un peuple qui continue d'espérer, qui continue de croire en sa capacité de construire un avenir prospère et stable. La Libye, ce n'est pas une zone de combat, ce n'est pas une arène où l'on tente de gagner, un endroit d'où les crises peuvent être exportées. C'est une nation riche en ressources naturelles, une société qui se tient avec une jeunesse qui dispose d'un potentiel immense. Ce sont eux, la colonne vertébrale pour construire un État moderne. Dès le tout début, les liens de la Libye avec les Nations Unies se sont basés sur le partenariat et le respect mutuel. Et aujourd'hui, à la croisée des chemins, nous nous tournons vers les Nations Unies pour qu'elles jouent un rôle efficace et complémentaire en nous aidant à surmonter la crise. Et par ailleurs, Mohamed El-Menfi a appelé à la fin des ingérences étrangères en Libye, un processus politique inclusif permettant au peuple libyen, à travers des élections libres, de choisir celui ou celle qui le dirigera. Malgré les menaces, notre peuple est profondément convaincu que sa société si diverse, son histoire très longue, lui permettront de rester ferme et de surmonter toutes les crises, quelles qu'elles soient. Mais je vais être honnête avec vous. En Libye, de nombreux mécanismes traditionnels sont arrivés au bout de leurs forces. Ils ne sont pas à la hauteur de la complexité de la situation sociale et politique. Ils ont eu une incidence toxique sur la confiance des Libyens dans les solutions proposées. Nous devons revoir ces solutions, éviter les solutions temporaires et les interprétations beaucoup trop étriquées qui ne font que nourrir les crises. Nous pensons que toute solution qui ne rétablit pas l'appropriation nationale sur le plan politique, une solution qui n'émanerait pas de la volonté libre de la population, est vouée à l'échec. Nous l'avons vu dans le passé. Et dans ce contexte, nous vous présentons une vision politique très claire. Il faut tout d'abord rétablir la souveraineté nationale pleinement. Il faut rejeter toute ingérence étrangère, quelle qu'elle soit et quels que soient les arguments avancés. Deuxièmement, arriver à un consensus national inclusif est essentiel pour arriver à une société inclusive. Mais pour cela, il faut un dialogue sincère qui serait tenu en Libye avec tous les acteurs libyens sans exception. Troisièmement, réunir les institutions nationales, notamment de la défense, de la sécurité, en utilisant des mécanismes professionnels sans polarisation et sans quotas. Quatrièmement, mettre fin à la période de transition grâce à la Constitution et en procédant à des élections libres et justes, permettant aux Libyens de choisir qui va les diriger sans tutelle et sans imposition d'acteurs extérieurs. Allez, un mot de culture pour terminer avec le 5e festival de Hadab du film méditerranéen. Le film espagnol Valle Blanco, Gallo Negro a été projeté dans le cadre du festival dans l'enceinte de la cinémathèque de la ville. Cet ouvrage documentaire résolument engagé est un plaidoyer pour la défense des aspirations populaires, de la nature et des causes justes. Un débat a succédé au film avec des échanges sur le cinéma, mais aussi sur l'engagement politique et citoyen dans une conjoncture marquée par l'infamie génocidaire que subit le peuple palestinien. Le réalisateur et le producteur ont exprimé leur volonté de mettre l'art au service de l'humanisme et du rapprochement entre les deux rives de la Méditerranée. À noter que l'Espagne est cette année l'invité d'honneur du festival avec des perspectives pour le renforcement de la coopération culturelle et la dynamisation de la production. Because in these areas, because the tourist is
Dans ce festival, il y a des films du Liban, algériens, palestiniens, et il y a une réalité dans ces films, dans ces voix et chez les réalisateurs. En Europe, nous pensons souvent que le monde, c'est nous, le nord de la Méditerranée, mais le monde est beaucoup plus large et nous le voyons ici. Et j'aimerais également dire que les pays arabes et maghrébins puissent faire davantage pour la Palestine. Je ne peux pas imaginer qu'aucun type d'art ou d'artiste puisse ne pas être engagé dans cette période que nous vivons. Et par rapport aux droits de l'homme, à l'image du thème de la question palestinienne, l'objectif, c'est de nous faire comprendre ce qui se passe. Et cela me touche personnellement, car malgré que nous voyons de nos propres yeux ces images du génocide qui se produit, il y a tout de même des voix qui essayent de mettre des cloisons ou des bâtons dans les roues pour que cette situation ne soit pas résolue. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur Al24 News. À très bientôt.